tous et bienvenue dans votre émission Focus Santé, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Kwasi, avec qui nous allons échanger sur la question du dépistage précoce. Quand, comment, où, pourquoi faire le dépistage précoce, tout ceci on en parlera tout à l'heure, juste après la présentation du sujet. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes avec Dr Kwasi. Dr Kwasi, bonne arrivée. Merci. Sur notre plateau, nous sommes très heureux d'être avec vous pour échanger sur la question du dépistage précoce. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs. Alors bonjour à tous, je suis Kwasi Anima David, médecin généraliste, exerçant sur le territoire ivoirien. Voilà ce qui est dit. Alors docteur, on parle de dépistage précoce. Qu'est-ce que c'est de façon concrète le dépistage précoce pour ceux qui ne maîtrisent pas, qui ne comprennent pas et tout? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le dépistage précoce rentre dans ce qu'on appelle la détection précoce. C'est un ensemble, c'est un système qui a été mis en place, un système mondial et commandé par l'OMS pour un certain nombre de maladies, spécifiquement les maladies cancéreuses, pour faire ce qu'on appelle un diagnostic, pour pouvoir faire une prise en charge vraiment efficace et optimale. Donc, dans la détection précoce, en fait, il y a deux stades. Il y a le dépistage et il y a le diagnostic précoce. Ah, il y a une différence entre les deux? Oui. Laquelle? Le dépistage intervient lorsqu'il n'y a pas encore de symptômes. Donc, c'est-à-dire qu'on fait le dépistage, on va cibler un certain nombre de personnes qui sont, on va dire, qui présentent des caractéristiques, un certain nombre de caractéristiques en commun, et puis qui ont déjà fait peut-être l'objet de cette maladie-là. On va cibler ces personnes-là sans symptômes pour essayer de vraiment rechercher des choses comme des facteurs génétiques ou bien des signes qui ne sont pas apparents. Parce que quand on parle de symptômes, il y a les symptômes cliniques, ce qu'on voit, et puis il y a des symptômes qu'on ne voit pas forcément. Ça peut être des symptômes, des choses qu'on découvre par les prises de sang, des choses qu'on découvre lorsqu'on fait des examens radiologiques et tout. Donc ça fait partie du dépistage. Le diagnostic précoce, les symptômes ont commencé à apparaître, mais on n'est pas encore à un stade avancé. Donc là, on va faire un diagnostic, à partir des symptômes qu'on voit, on fait un diagnostic pour pouvoir, ça c'est ce qu'on appelle, pour accélérer, pour vite prendre en charge la personne. Mais la personne fait déjà les symptômes au fait. C'est ça la différence. Ah ok, d'accord. Alors, quelles sont les maladies qui sont concernées par le dépistage précoce? Donc, je l'ai dit tantôt, il y a les maladies cancéreuses pour lesquelles ce système a été mis en place. Mais à part ça, il y a certaines maladies dont on parle de maladies chroniques. Les maladies chroniques, notamment l'hypertension artérielle et puis le diabète aussi, qui peuvent, dans certaines conditions, faire l'objet de dépistage. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de facteurs génétiques, et donc il n'y a pas forcément d'âge pour le dépistage. Donc, effectivement. Vous pouvez en dire un peu plus? Alors, dans le cas du cancer du sein, par exemple, il s'avère que chez certaines personnes, notamment chez les jeunes filles en âge de procréer, chez qui, par exemple, la mère, ou bien dans la famille, côté maman, côté des femmes, a déjà fait un cancer du sein, on a réussi à identifier un gène qu'on appelle gène, je ne vais pas rentrer pour ne pas être trop technique, un facteur génétique qui peut, à la longue, induire un cancer du sein chez cette jeune femme. Donc, elle, par exemple, faire le dépistage chez elle serait intéressant. Ça nous permettrait de déjà amorcer l'induction du cancer du sein. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, le dépistage précoce, il nous permet d'éviter en fait les conséquences désastreuses qu'on voit parfois, les amputations, les ablations de sein et autres. Est-ce que, par exemple, il y a des zones particulières qui font l'objet de dépistage systématique précoce? Je veux dire, est-ce qu'il y a des personnes peut-être de la région du Nord, je ne dis pas de la Côte d'Ivoire, mais je veux dire de façon générale, est-ce qu'il y a des gens de la face du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, comme ça, où on peut déjà dire que, attention, cette zone est très touchée par le cancer de telle nature ou telle autre nature, donc il faudrait qu'on fasse un dépistage? Alors, en Côte d'Ivoire, globalement, ce qui a été remarqué, c'est que
avant, on disait que c'était généralement les maladies, on va essayer de parler dans le jargon, les maladies cancéreuses, c'était des maladies des pays développés. C'est ce que les gens... Mais on s'est rendu compte que de plus en plus, sous nos tropiques, qui sont des pays en voie de développement, ces maladies-là ont commencé à apparaître. Du coup, il n'y a pas véritablement de cartographie pour dire que telle zone, peut-être en Europe, il y a plus de cancer de sein et tout, c'est là-bas qu'il faut accéder au dépistage. Le dépistage se fait partout. D'accord, donc il n'y a pas de zone déjà définie, de sorte qu'on soit obligé de partir dans cette zone-là pour dépister. Maintenant, ma question, ça c'est vraiment une question personnelle que j'avais. Est-ce que vous pensez que le facteur financier joue aussi sur le fait qu'il n'y ait pas vraiment cette tendance-là à aller au dépistage naturel, enfin précoce? Alors, de par mon expérience et puis du contexte général, nous sommes en Afrique, en Côte d'Ivoire. D'après ce que j'ai vu, les campagnes que j'ai déjà faites, je ne dirais pas que le côté financier est un problème. Parce que le gouvernement, avec le ministère de la Santé publique et tout, s'arrange vraiment à ce que les coûts des consultations soient abordables. Abordable mais pas gratuit. Oui, pas gratuit, effectivement, parce qu'il y a toute une prise en charge. Il y a des médecins qu'il faut solliciter, il y a une équipe médicale, il y a du matériel et tout. Donc, ce sont des projets qui sont généralement financés, mais on fait l'effort quand même de montrer à la population qu'il y a un effort qui est fait et que la population doit aussi participer à sa santé. D'accord, donc le facteur financier pour vous, ce n'est pas vraiment la question. Donc du coup, qu'est-ce qui fait qu'on a souvent des cas graves qui sont vus, mais vraiment au moment où on peut plus rien faire. Alors qu'en réalité, le dépistage, il vient pour, je pense, éviter ce genre de situation. Je dirais c'est un manque de sensibilisation. Plus un manque de sensibilisation, l'ignorance de nos populations. L'information n'est pas sûre. Les populations ne savent pas généralement qu'il existe des services de sensibilisation, des services de dépistage pour certaines maladies. Et du coup, et puis il y a des zones aussi qui ne sont pas véritablement accessibles, atteintes par l'information qui est donnée. Donc ça fait qu'on se retrouve encore dans des situations où on reçoit des patients qui sont en phase terminale de certaines maladies, où il faut peut-être faire juste de l'accompagnement. De l'accompagnement? Oui. Ça signifie quoi l'accompagnement? L'accompagnement, bon, médicalement parlant, quand on parle d'accompagnement, c'est-à-dire que la personne arrive à un stade où les technologies actuelles ne peuvent pas sauver la personne. Et c'est là qu'on voit les cas de décès et autres, malheureusement. Ok, d'accord. Alors, donc, il y a aussi certaines situations, enfin certains mythes. En Afrique, on est en Afrique, on est africain, on ne va pas se le voiler la face. Il y a certains mythes qui sont vraiment tendancieux. Voilà. Parce que la plupart du temps, on se dit, ce que tu cherches en langage ivoirien, ce que tu cherches, tu finis par trouver. Effectivement. Donc, dites-nous, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait que parfois on a un peu peur de venir se faire consulter, se faire dépister? Alors, ces mythes ne sont pas véritablement fondés. Ils ne sont pas véritablement... Par exemple, le mythe, ce dont vous venez de parler, c'est qu'on finit par chercher, on finit par le trouver. Dans le cas du dépistage, en fait, ce n'est pas tellement vrai. Parce que même quand on parle de cancer du sein, dans le cancer du sein, par exemple, à un certain âge, à partir de 50 ans, chez les femmes, il est recommandé de faire ce qu'on appelle la mammographie. C'est un type de radiographie qui concerne les seins qu'on fait. Alors la radiographie, on le sait, c'est un examen qui est irradiant. On utilise des rayons X. Donc, les gens se sont dit, étant donné qu'ils sont des rayons X et que c'est de la radiographie, ça pourrait irradier et à la longue causer un cancer. Mais ce n'est pas vrai. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les examens de radiologie, la dose de radiologie utilisée, ce sont des choses qui sont codifiées. Donc la dose de radio, qui est utilisée pour faire l'examen, n'est en aucun cas dangereuse. Et puis c'est pour ça qu'on demande chaque année. Voilà, c'est pas reproché. Par contre, si quelqu'un le fait chaque mois, par exemple, on pourrait effectivement avoir des conséquences liées à l'irradiation. Mais quand on dit chaque année, c'est vraiment étudié, c'est pour véritablement empêcher qu'il y ait peut-être l'apparition de lésions cancéreuses. Mais donc, vous
savez que nous savons très peur. Nous avons très très peur. Donc quand c'est comme ça, est-ce que ce ne serait pas mieux d'organiser des campagnes de sensibilisation? Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Oui. vrai, mais des campagnes d'information aussi surtout. Parce que la plupart du temps, on ne sait pas. Ces informations-là, on les a pas. On est chez nous, on se dit, bon écoute, on va me mettre des lasers et tout, et puis voilà, après on me dira que j'ai le cancer. C'est eux qui donnent la maladie et tout, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Mais nous n'avons pas l'information. Est-ce que vous ne pensez pas que l'action d'information autour de ce thème, enfin, du dépistage précoce n'est pas à revoir, je veux dire? Effectivement, beaucoup de choses sont à revoir, je vous l'accorde, notamment le fait d'informer, parce que dans ma pratique, j'ai déjà eu des retours des patients qui se plaignaient qu'ils n'avaient pas véritablement des informations de la part des praticiens. Ils partaient souvent, on ne leur expliquait pas vraiment ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'il fallait se comporter. Donc je me dis que c'est de part et d'autre. C'est-à-dire en même temps il faut informer les populations et en même temps il faut entraîner les praticiens à informer, à vraiment informer. Parce que le praticien, il connaît sa science, il sait ce qu'il fait et tout, mais il n'est pas forcément formé à informer. C'est-à-dire, il peut détenir le savoir, mais ne peut pas le transmettre effectivement. Donc, la formation, déjà, doit engager les deux parties. Il faut informer les populations et il faut informer aussi les médecins. Il faut former les médecins à véritablement apporter les informations nécessaires aux patients. D'accord. On est déjà à la fin de notre entretien. Ça passe très très vite. Alors, ce que je veux vous demander, c'est est-ce que vous avez un mot, quand même un encouragement ou une sensibilisation à faire par rapport à ce sujet-là? Alors, ce que je peux dire, c'est que quand on parle du dépistage, déjà, il faut que les populations comprennent que c'est pour leur bien. C'est pour véritablement apporter des solutions. C'est véritablement à long terme. Il faut que les populations comprennent que nous sommes en Afrique, on est encore malheureusement, surtout en Afrique subsaharienne, dans un contexte de plateau technique insuffisant. Donc, il faut véritablement éviter de se retrouver face à des phases, je vais dire, avancées de maladie. Donc, il faut que la population comprenne que c'est pour leur bien et qu'elles viennent se faire dépister chaque fois que l'occasion se présente. Merci beaucoup, Dr Kwasi. C'est sur ces mots-là que nous allons nous laisser. Nous allons vous donner rendez-vous pour le prochain numéro de votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être. À très vite.